Je rappelle ce chiffre. 6,4 millions de Français qui ont regardé hier le 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut, Emmanuel Macron face à face pour cet entretien. J'imagine qu'il y avait beaucoup d'éditorialistes également devant ce rendez-vous. Des 6 millions. En même temps, eux, c'est un peu leur travail. Alors la conclusion, en une du Figaro, Macron arrondit les angles mais maintient le cap. C'est ce qu'on aura à peu près tous compris. Et l'opinion se dit Macron se place au centre du village, ce qui est assez vrai. Hein. La verticalité et le côté jupitérien des décisions, on l'a bien vu. Le républicain Lorrain explique en un an le diptyque de sa campagne, libéré et protégé, s'est mué en triptyque. Le marcheur y associant désormais sa volonté d'unir des Français plus divisés sur le chemin emprunté. Et l'opinion le raconte à sa manière en expliquant Emmanuel Macron a d'abord adapté son niveau de langage. Côté vocabulaire, exit les anglicismes, pas de Startup Nation, ni de Just Do It en 70 minutes d'entretien. Exit également les mots recherchés dont Emmanuel Macron aime parsemer ses discours, comme irénisme, diriment ou libéral. Veillant à ne pas faire trop techno, il a pris soin de ne pas assommer de chiffres les téléspectateurs. Bon, c'est ce qu'aura retenu donc l'opinion, la tactique. Libération aura retenu autre chose. C'est un président qui fait non, 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 non. Chanson célèbre. L'humanité le résume en 2 adjectifs, inflexible, brutal. Et les dernières nouvelles d'Alsace déclinent à peu près cette notion. La bifurcation n'est pas dans les habitudes d'Emmanuel Macron, ni le louvoiement, ni la négociation si elle doit dévitaliser le projet initial. C'est le message que le président envoie, finalement, droit dans ses bottes. On en revient toujours à cette bonne vieille expression, hein, Juppé n'est jamais loin. Alors dans la Nouvelle République, Denis Domain l'explique à sa façon, pas de demi-mesure, de saupoudrage de poivre et sel, juste une pincée de perlimpinpin. Emmanuel Macron est un prestidigitateur, un magicien, et les Français, au fond, ne détestent peut-être pas les carabistouilles. Alors évidemment, Laurent Geoffrin, dans Libération, est beaucoup plus sévère. Il rappelle la posture d'Emmanuel Macron. J'irai jusqu'au bout, répète-t-il, comme on le fait d'un mantra. C'est bien possible. Mais cette fermeté, prévient Laurent Geoffrin, risque de se solder par l'humiliation des battus et la mise hors jeu des corps intermédiaires. Un bonapartisme souriant. C'est peut-être la marche du nouveau monde promis par En Marche. Alors, il y a aussi une autre dimension qu'on trouve un peu partout dans la presse de cet entretien, c'est le préambule sur la Syrie. L'opinion parle des armes chimiques en Syrie. Évidemment, tout le monde revient sur la phrase d'Emmanuel Macron disant qu'on a des preuves. Alors, pour l'opinion, de toute façon, le crime compte moins que l'arme du crime. Personne n'a envie, nous dit Jean-Dominique Merchet, de se retrouver demain sur un champ de bataille chimique. C'est donc un enjeu pour les grandes puissances d'empêcher la prolifération. C'est cela qui est en jeu en Syrie, bien plus que le sort de la population civile qui subit les affres de cette guerre depuis plus de 7 ans. Mais le Figaro nous résume à peu près les forces en présence, la rivalité russo-américaine qui est à son point de bascule, nous dit le journal, et surtout Israël qui est décidé à contenir l'Iran, quitte à s'opposer aux Russes qui, juste là, refusaient de choisir entre Israël et le Hezbollah. Bref, derrière ces supposées preuves, dont visiblement aucun journal ne sait exactement en quoi elles peuvent consister, on est véritablement dans une préparation de rapport de force qui laisse un peu perplexes les journalistes. Les preuves, d'ailleurs, n'ont pas été données par Emmanuel Macron. Il dit il y a les preuves que les armes chimiques ont été utilisées, ça on en est sûr, mais par qui? Personne ne le sait. Exactement. Enfin, ici, il a expliqué que c'était par le régime de Damas. Oui, donc on attend que les preuves soient mises sur la place publique. Et la propagande russe a pris appui là-dessus en disant mais ils nous ont déjà fait le coup avec la guerre du Golfe, donc regardez ce que fait le président français. De fait, c'est pas totalement faux. On se souvient tous qu'à les armes de destruction massive. C'est le drame de cette communication. Bien sûr. Il y a d'autres chantiers qui s'ouvrent pour le président de la République, par exemple Natacha Polony, la révision des lois de bioéthique. Oui, et ça, il y en a dans de très nombreux journaux ce matin. Et je vous conseille de les lire parce que c'est absolument passionnant. Le sujet est éminemment complexe. Dans Libération, on trouve une tribune qui est une réponse à celle de Sylviane Agacinski dans Le Figaro, dans laquelle Sylviane Agacinski s'était dite réservée sur la PMA pour tous et totalement opposée à la GPA. Et alors, elle employait un argument, celui des différences naturelles. Elle disait le principe général d'égalité ne s'applique pas strictement à certains droits, et elle prenait comme exemple la minorité, qui implique des droits différents. Alors, Sabine Procoris, qui est philosophe, psychanalyste, lui répond en disant que Sylviane Agacinski compare les couples homosexuels à des mineurs, ce qui est absolument inacceptable. Ce qui est en fait très biaisé, parce que c'est confondre comparaison et analogie, ça n'est pas du tout la même chose, et une philosophe, à mon avis, le sait très bien. Alors, cela dit, on trouve aussi d'autres choses. Dans Le Figaro, une tribune de 119 sénateurs qui explique que les droits de l'enfant
enfants sont plus importants que le désir d'enfant, et qui explique qu'il y a une différence à faire entre le fait qu'il a toujours existé des enfants placés et adoptés, et qu'en revanche là, c'est l'idée qu'on veut faire naître des enfants sans père, c'est pas exactement la même chose. Et en dessous, surtout, on a une tribune de Mathieu Bock-Côté, donc chroniqueur, éditorialiste canadien, québécois, qui nous dit oui à la PMA pour tous et non à la GPA. L'exemple du Canada n'est pas rassurant. C'est-à-dire que pour lui, il y a un continuum en fait. Et dans ce progrès des droits individuels, si on va vers la PMA pour tous, on ira forcément par la GPA. Il prend l'exemple de son propre pays en disant que chez lui, un député du parti de Justin Trudeau est en train de proposer de faire de la GPA une activité commerciale comme les autres, ce qui avait au départ été totalement exclu, et il dit c'est un ballon d'essai. Alors, on suivra cela, mais c'est Le Monde qui publie les tribunes les plus intéressantes. Un entretien avec Elisabeth Badinter et un texte de Marianne Durano. Alors Marianne Durano, elle représente cette nouvelle tendance à laquelle s'attaque Le Monde dans ce numéro, qui est le catholicisme tenant de l'écologie intégrale, c'est-à-dire des féministes, des femmes qui se revendiquent comme féministes contre la technoscience, mais allant jusqu'à l'opposition, en tout cas pour Marianne Durano, à l'avortement. C'est-à-dire cette idée que la technologie nous, en fait, emprisonnerait les femmes et leur Pierre Rabhi, hein. Mais bien sûr, c'est l'idéologie de Pierre Rabhi. Et donc, que ça enfermerait les femmes au lieu de les libérer. Elisabeth Badinter répond au nom de ses idées à elle. Elle est profondément libérale et elle assume, elle, une GPA qu'elle voudrait éthique. L'article du jour, Natacha Polony. Oh, il est merveilleux. Parce que, évidemment, parmi tous les sujets d'Emmanuel Macron, il y a le blocage des facs. Emmanuel Macron qui a expliqué qu'il n'y aurait pas d'examen en chocolat. Alors, ils ont dû l'écouter du côté de la fac de Tolbiac. Et Le Figaro publie un article sur la star de Tolbiac, Guevara, le chien. Oui. Mais oui, on l'a tous vu. Cette vidéo mythique avec les bloqueurs, les bloqueurs masqués façon FLNC Canal Historique. Il réclamait la démission d'Emmanuel Macron sur un ton monocorde pendant que le chien avait l'air de s'ennuyer terriblement. Alors, en fait, ce chien ne s'appelle pas Guevara, il s'appelle Mercantile, ce qui est assez drôle. C'est le chien d'une militante. Et un adepte des réseaux sociaux a vu cette vidéo et l'a rebaptisé Guevara et lui a créé un compte Twitter qui publie des textes. Alors, par exemple, SOS, ça pue le chichon. Ou, gros débat ici, je suis un mâle, mais Marie-Cécile de la section Water et Inclusivité dit que c'est du déterminisme. Du coup, elle m'appelle le.a chienne.e. Ou alors, il y a cette histoire du jeune qui s'est fait choper en train de réviser ses partiels, qui a été condamné à se coller un post-it Finkelkraut sur le front. Ou alors l'idée qu'ils ont retrouvé quelqu'un qui vivait en autosuffisance dans les sous-sols de la fac depuis 2006, qui aurait hurlé « Villepin démission » en sortant. Et alors il est tombé des nues, on lui a dit que le leader du parti anticapitaliste, c'était Mélenchon. Il a dit quoi, le sénateur socialiste, hein? C'est-à-dire dans Le Figaro. Le leader dans le mouvement, c'est le chien finalement. Exactement. Merci Natacha Polony.